informatique. Alors aujourd'hui, j'ai découvert en 2014 qu'on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup moins coûteuse. C'est tout simplement nos amis du Corée du Sud nous ont emprunté 2 petites drones qui ne coûtent rien du tout. Hein. Et puis, elles sont avec des caméras et avec un logiciel embarqué. Et je l'ai mis sur une ville en Tunisie. Ils l'ont fait en 3 jours. Et on a les points digitalisés. Et ensuite, on a été au tribunal foncier pour voir la relation entre ce qu'on a fait avec le drone et ce qu'ils ont comme fichier. Et on a corrigé pratiquement 80% du fichier qu'ils avaient. Et ça a pris 1 semaine. Et ça a coûté rien du tout, cette affaire-là. Donc aujourd'hui, avec la technologie, vous pouvez faire beaucoup. Simplement, il faut la volonté politique et il faut mettre l'institution nécessaire pour faire une régularisation foncière. Alors évidemment, quand les procédures d'enregistrement sont extrêmement complexes et difficiles, quand il faut payer à chaque pas, et malheureusement, on ne paye pas toujours à l'État. Si on paye à l'État encore, mais on paye à n'importe qui. Et je vous garantis que je l'ai vécu de mes propres yeux. On a créé une industrie à cause de la complexité de la législation et des réglementations et des procédures. Il faut éliminer cette industrie de corruption. Et pour l'éliminer, il faut simplifier davantage et mettre les structures nécessaires pour le faire. Et c'est fondamental. Le foncier, c'est l'origine de tout le problème de l'économie urbaine dans nos pays. On ne règle pas le foncier, on ne réglera rien, y compris la corruption. Elle ne sera pas réglée si on n'a pas réglé le problème de la corruption. Et je vous garantis que maintenant, avec les technologies, il est facile de le régler. Ce n'est pas très compliqué. Mais si vous faites l'enregistrement, il faut 2 ans. Et il faut 36 000 papiers, même si on a réglé au départ. Et s'il faut payer 1 tonne d'argent, parce que vous ne regardez pas uniquement les quelques pourcents que demande l'État, on paye partout, ça ne sera pas réglé et les gens voudront toujours faire de l'informel et ils ne voudront jamais régulariser leur situation foncière. Donc il faut simplifier, et il faut utiliser la technologie et il faut beaucoup de volonté. Donc formaliser, sécuriser, enregistrer le foncier. Et ça, c'est possible. Deuxième chose, la capacité des gesteurs de ville. J'ai parlé tout à l'heure de l'institution et c'est fondamental. Alors, évidemment, quand vous avez des villes, même les grandes villes, vous trouvez au meilleur des cas un ingénieur, peut-être un technicien ou un demi-technicien, et tout le reste, c'est des administratifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce n'est pas possible. Doter les villes de cadres. Les institutions, c'est ça. Ce sont des hommes et des femmes compétentes dans leur domaine. Alors, évidemment, il faut des équipes pluridisciplinaires. Moi, venant d'une autre discipline, quand j'ai travaillé avec les urbanistes et avec les architectes, j'ai compris qu'il ne faut pas leur laisser le pouvoir pour tout faire dans l'urbain. Parce qu'il faut introduire beaucoup de pragmatisme. Et quand on met des économistes, ils nous injectent aussi le côté économique. Et ça devient bon, parce qu'on cherche l'économie, on cherche l'efficacité, et de l'autre côté, on cherche l'ordre et on cherche l'organisation. Et ça, c'est fondamental. Simplifier tout ce qui est réglementation, le code d'urbanisme, le code de construction. J'ai commencé une petite opération en Tunisie pour simplifier le code d'urbanisme. J'ai eu tous les architectes, tous les urbanistes, tout le monde était sur le dos, parce que c'est là où, comme on dit ici, on bouffe. Et donc, il faut faire très attention à ça. On peut le simplifier. Ce n'est pas vrai du tout. Le code d'urbanisme est simplifiable et les réglementations peuvent devenir très pratiques. Évidemment, si on vient dans une ville et on dit « vous ne pouvez rien sans demander au ministre du Plan, sans demander au ministre des Finances », ce n'est pas possible. Donnez-leur de l'autonomie et laissez-les déléguer des services. Déléguer des services au secteur privé parce qu'ils restent maîtres quand on les dote des cadres qu'il faut, et en particulier quand on a un ministère du Plan qui veut évidemment que ces villes-là soient dotées des ressources nécessaires, on peut avancer. Alors évidemment, les systèmes de gestion, on en parle, il y a des ordinateurs partout, il y a des imprimantes partout, mais on ne les utilise pas. Donc maintenant, il faut arrêter d'équiper les villes, sauf s'ils ont les ressources humaines et s'ils ont un programme de travail pour utiliser ces équipements. Maintenant, malheureusement, ça ne coûte pas cher et on dit que ça, c'est l'incentive. Ça, c'est pour inciter, alors on va leur acheter un ordinateur, une imprimante et ça va tourner. Ça n'a jamais tourné, ça, parce que les ressources humaines n'étaient pas là. Alors, l'obligation de la planification urbaine. Et là, si vous voulez vraiment ne plus marcher ou courir derrière l'urbanisme, il faut anticiper. Et une façon d'anticiper, et là je vous donne un exemple qu'on a fait à Bamako, c'était en 2002 ou 2003, on a pris et on a dit, essayons de faire, il y a un texte de loi. Chaque ville doit avoir un plan directeur d'urbanisme, non? Ou peut-être dans d'autres pays, il l'appelle plan d'aménagement urbain.
etc. Ben faites, dotez les villes de ce plan d'aménagement urbain et tracez les directions du développement futur. Ne prenez plus 5-10 ans, prenez 15-20 ans avec le développement de la population, etc. et surtout l'urbanisation. Prenez 15-20 ans comme origine et tracez, et réservez les emprises pour les équipements collectifs. Il faut faire un hôpital, il faut mettre les écoles, il faut mettre les tribunaux, il faut mettre les postes de police. Mais le terrain, il est où? Et c'est ici dans le plan d'aménagement urbain. Réserver immédiatement ces terrains, c'est comme ça qu'on ne les retrouve plus, et surtout quand on a un développement urbain avec de l'informel. Mais surtout, la voirie primaire et secondaire. Faites le traçage, et l'opération qu'on a faite à Bamako pour anticiper sur l'urbanisation, pour tester de nouvelles idées, on a dit, oubliez cette histoire, je m'excuse de dire un peu le blanc qui nous dit qu'il faut que tout soit dans les règles de l'art. On a dit, on ne va pas faire dans les règles de l'art, on va faire selon notre capacité et nos moyens. On a pris un bulldozer et on a ouvert les voies. Et on a tracé. Et ça s'appelle la trame Assini. Et donc, on a réservé les routes primaires, on a réservé le secondaire, on a réservé le réseau de drainage, on a réservé l'assainissement et on a dit, messieurs, dames, c'est vos terrains, faites les aménagements nécessaires et vous êtes là. Ah oui, mais ce n'est pas bitumé. Eh bien, ça ne se bitume pas comme ça, parce qu'il va falloir payer et on va voir comment on va payer pour ça. Mais au moins, on sait que maintenant, on a l'infrastructure. Et c'est ça le problème. Allez-y faire une opération de réhabilitation dans un quartier précaire, dans les bidonvilles. On ne sait même pas où marcher. Comment vous allez faire des routes? Comment vous allez faire du drainage? Comment vous allez faire de l'assainissement? Et les coûts d'urbanisation dans les quartiers précaires, c'est à peu près 7 fois, quand vous faites une infrastructure moyenne, c'est 7 fois plus cher que quand vous le faites dans un terrain vide. Sachez-le. Donc en fait, on gaspille de l'argent parce qu'on ne maîtrise pas l'urbanisme et on n'avance pas. Est-ce qu'il me faut, moi, pour faire une rocade et faire les 3 ou 4 grands axes sur les 2000 hectares pour les 10 prochaines années, il me faut les grandes routes et bitumées? Non. Il me faut tout simplement réserver. Il me faut tracer. Il me faut préserver et protéger les équipements collectifs. Et après, on viendra et on fera petit à petit. Parce que nous n'avons pas beaucoup de ressources. Nous n'avons pas tout ça pour pouvoir tout d'un seul coup. Donc, on fait des aménagements progressifs. Et là, je crois que c'est très important. Simplifier le code d'urbanisme, avancer sur le PDU, anticiper par l'ouverture des ce qu'on appelle les réserves foncières et ce qu'on appelle un petit peu les routes d'accès et les voies secondaires. Et après, bon, on attend petit à petit. Et à partir de là, les gens, quand ils voient que c'est organisé, l'infrastructure est préservée, etc., ils vont venir vous dire, est-ce que je peux faire un lotissement pour des logements ou pour des équipements industriels quelque part, parce que dans le plan d'aménagement urbain, c'est considéré comme une zone d'activité. Je dis, mais bien sûr, et le jour où vous commencez, nous, on viendra faire la route. Là, ils rentrent. À ce moment-là, on commence. Et pourquoi je dis qu'il y a de l'argent là-dedans? Parce que dans le code d'urbanisme, partout, 25 à 30% du terrain est réservé pour l'État, pour les infrastructures. Et est-ce que vous croyez qu'on consomme 25 à 30%? Mais bien sûr que non, on dépense 10-15%. Et les 10-15% qui restent sont où? Ça, c'est de l'argent. Et en particulier dans les zones aménagées. Donc, vous vendez et vous avez de l'argent. D'où la régularisation foncière. Donc, c'est lié tout ça. Et c'est fondamental, ça. Si on ne fait pas ce lien, on va continuer à courir derrière. Et ça, c'est fondamental pour le faire. Simplifier, anticiper, faire les ouvertures, réserver les emprises, parce que c'est ça ce qui coûte très cher. Et ensuite, évidemment, vous prenez vos quartiers, les bidonvilles, les quartiers précaires, faites un programme de rattrapage ou de réhabilitation. Il n'y a pas un seul bailleur de fonds dans ce monde qui ne viendra pas vous aider pour financer la réhabilitation des quartiers précaires. Parce que c'est là où il y a la pauvreté, c'est là où il y a le chômage, c'est là où il y a tous les risques, c'est là où les problèmes d'environnement, et tout le monde veut faire de la croissance inclusive ou des développements inclusifs, ils sont là pour vous aider. Donc, mais faites, créer une agence nationale de réhabilitation, ça existe maintenant, on a de très bonnes expériences partout, et aujourd'hui ça marche. Et les quartiers précaires et ces bidonvilles ont été petit à petit éliminés dans pas mal de villes. Je crois que l'Amérique latine, mais là aussi, chez vous, en Afrique du Nord, il y a quand même quelques bonnes petites expériences qui marchent. Alors, parlons du financement un peu, parce que tout le monde, parce qu'on n'a pas les moyens. Et moi, j'ai dit qu'il y a quand même pas mal de moyens. Valoriser les actifs. Si vous regardez, moi, on a pris, je prends M. Abdoulaye, Cotonou, parce qu'on a beaucoup travaillé sur Cotonou, c'est une expérience extraordinaire. Quand on a regardé les actifs de la ville, il y a du terrain, il y a des bâtiments, il y a énormément d'équipements, mais personne ne sait
qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces actifs? Il n'y a rien. Alors, on a valorisé les actifs à l'époque. C'était 1900 avec M. Allers, qui était candidat direct, et c'était en 98. On a valorisé, on a trouvé qu'on pouvait faire toute la voirie primaire de la ville de Cotonou, moyennant valorisation et vente. Qu'est-ce que j'ai à faire avec un terrain que je n'utilise pas et que je n'ai pas utilisé depuis 50 ans? Eh bien, alors que j'ai besoin d'infrastructures, eh bien, autant que je le fasse. Et en plus, ils étaient la plupart du temps au centre. Comme le développement se fait par saut de grenouille dans nos villes africaines, c'est-à-dire qu'on fait un petit quartier ici, et puis un peu du vide, et après on va là-bas, et on va là-bas au gré de la disponibilité foncière. Donc il y a énormément de terrains vides qui sont entre des espaces urbanisés, donc la valeur du terrain est très forte. Il y avait des bâtiments, pourquoi ne pas les réhabiliter et les louer? Et on a fait ça, etc. Donc la valorisation des actifs des villes est fondamentale, plus les réserves foncières qu'on peut dégager. Refonte de la fiscalité locale, s'il vous plaît. Si vous regardez la fiscalité locale, on dirait que la ville est en train d'amender, de temps en temps, on lui donne une petite taxe par-ci, une petite taxe 0,2%. Mais ils n'ont même pas l'assiette, ils ne savent même pas à quelle assiette elle va s'acquitter. Donc, en fait, on ne recouvre pas toutes ces taxes, on ne sait pas les gérer. Alors, recentrons sur 2 ou 3 bonnes taxes et identifions l'assiette, mettons ça, mais s'il vous plaît, messieurs les ministres des Finances, donnez la possibilité aux villes de faire leur propre recouvrement. L'expérience de Cotonou est extraordinaire. On a négocié dur pendant 1 an pour qu'on puisse avoir la possibilité pour que les villes fassent leur propre. On a leur amené un service Cotonou, un service de gestion de la fiscalité locale, et on a identifié d'une façon extrêmement simple, et on a créé l'équivalent de la taxe foncière qu'on a appelée taxe urbaine. On a multiplié le budget de la ville par 6 en 4 ans, parce qu'on est arrivé à un taux de recouvrement de 80%. Donc on a de très bonnes expériences réussies en Afrique. Faites prendre ces expériences et tirez les leçons et faites quelque chose à partir de ça. Et ça, c'est fondamental. Alors, comment on a fait? On n'a pas pris la taxe foncière telle qu'elle est conçue en Suisse, en France, etc. On a dit, on va aller d'une façon très simple. On identifie, on regarde les quartiers où il y a toute l'infrastructure, c'est-à-dire la route, l'eau, l'électricité, etc. Voilà le taux. Et en fonction de la superficie de la maison ou du bâtiment. Et on n'avait pas besoin de rentrer, hein, tout simplement de l'extérieur. On a identifié, on mesure, et on a pris ça, et on a fait un fichier, et on a mis la taxe. Et on a calculé de sorte, quand même, qu'on ne pénalise pas beaucoup les gens, mais qu'on arrive suffisamment de ressources pour faire le service, pour rendre le service. Les quartiers où il n'y a pas beaucoup de services, mais au moins la voirie, l'eau n'est pas encore là, etc., on a remodelé exactement la taxe, etc. Donc, on a fait une taxe simple, tout à fait gérable par les capacités humaines de la ville, et on a mis le système en place, et ça tourne. Alors, avant de venir, j'ai appelé mes amis de l'autre côté à Cotonou, ils m'ont dit « Ah oui, mais maintenant, notre budget est multiplié par 10. » Donc, vous voyez que ça marche. Ce n'est pas la peine de chercher quelque chose de relativement compliqué. Évidemment, on parle de fonds municipaux, des obligations municipales. Franchement, honnêtement, on n'est pas encore là. Parce que la situation financière, déjà, du gouvernement central, Dieu seul sait, avec les déficits, avec les problèmes de variation des prix des matières premières, etc., un jour ils vont vous donner et un jour ils ne vont pas vous donner. Donc ça, c'est la réalité des choses. Par contre, faites votre fiscalité, gérez-la correctement et mettez en place un fonds municipal. Là aussi, tous les bailleurs de fonds voudront vous aider à mettre en place un fonds municipal. Mais un fonds municipal, il faut savoir le gérer et il faut savoir aussi définir les critères et les modalités d'accès à ce fonds. Alors, dans pas mal de pays, on a réussi. Entre parenthèses, cette histoire de fonds municipal, c'était l'Afrique qui l'a créée. Et l'Afrique a mis en place une institution basée à Cotonou qui s'appelle l'Agence du développement des fonds municipaux en Afrique ou quelque chose comme ça. Et c'était notre ami camerounais qui le gérait. J'ai appris malheureusement qu'il a disparu. Je n'ai pas compris pourquoi, alors qu'il a commencé à marcher. Et il a très bien fonctionné. Et il a apporté de l'assistance technique aux villes. Et la banque a énormément investi dans les villes. On avait un fonds au Mali. On avait un, oui, c'était le FEMIP au Cameroun. On a commencé à faire un ici en Côte d'Ivoire. On a 2 qui fonctionnent correctement au Maroc et en Tunisie. Donc ça a commencé à pulluler et ça a commencé à financer les villes pour l'infrastructure. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Évidemment, le recours au PPP. Alors tout le monde en parle. Moi, j'ai quelques réserves sur cette affaire de PPP. Parce que si c'était vrai, on aurait trouvé beaucoup.
qui font du pipipi. Alors, si vous n'avez pas la capacité déjà de gérer votre petite fiscalité, ce n'est pas en gérant des contrats très complexes, avec des négociations très sophistiquées, avec les pipipi. Par contre, on peut faire aussi du pipipi comme de chez nous. Par exemple, pourquoi vous gérez le marché? Pourquoi, quand vous avez intérêt, vous ne faites pas un contrat avec un pipipi pour faire un petit centre commercial qui vous fait rentrer beaucoup d'argent? Donc, cherchez pas le grand pipi, cherchez le petit pipi qui marche. Et ça, c'est fondamental. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Larbi. Après donc cette présentation riche, anticiper, simplifier, régulariser, utiliser les bonnes solutions, elles marchent. Je vais laisser réagir donc d'abord M. Biotchané. Le Bénin a été beaucoup cité. Certainement que vous avez beaucoup à nous apprendre. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous l'avez tous compris, notre ami Eddy est intarissable quand il s'agit des villes. Il a parlé de Cotonou, de Parakou. Ce sont des lieux qui me sont très familiers. Alors, je vais évidemment bâtir sur ce qu'il vient de dire, mais je m'intéresse, moi, particulièrement à la question de l'emploi. De la question de l'emploi parce qu'elle est structurellement aujourd'hui liée aux deux sujets qu'il a introduit totalement pour ce qui concerne l'urbanisation et le sujet de la démographie qui a été largement évoqué hier et qu'il a brossé très rapidement en passant. Je m'intéresse à ça parce qu'aujourd'hui, pour nous tous, d'Abidjan à Cotonou, en passant par Tunis, et une voie là, le problème fondamental, c'est donner du travail à nos compatriotes, donner du travail aux plus jeunes. La question de l'emploi, et en particulier de l'emploi des jeunes, a cessé dans nos pays d'être un problème économique, un problème social. C'est aujourd'hui un problème de sécurité nationale. Et nous devons l'aborder comme tel. Si on ne le fait pas, eh bien, on va faire face structurellement à des problèmes que nous considérons comme des épiphénomènes. Je parle notamment du terrorisme, qui trouve fondamentalement son plus gros ferment dans le sous-emploi, dans le chômage de nos compatriotes les plus jeunes. Alors bien sûr, il faut bien comprendre ça part de la question de la démographie. C'est vrai, nous sommes dans la transition démographique, comprise bien sûr comme ce phénomène où nous voyons les taux de naissance réduire, baisser de manière progressive. On le voit pratiquement sur tout le continent. Même, on a vu un graphique hier qui était assez éloquent, où on a vu l'île Maurice descendre le plus bas possible, mais d'autres pays descendent de façon moins spectaculaire, mais descendent quand même, parce que j'ai vu sur le graphe, à l'exception du Niger, qui était resté tête d'alerte, tu as présenté le tableau hier, à l'exception du Niger, qui avait un taux de naissance qui est resté littéralement le même, à peu près à 7%. Tous les autres ont vu leur taux de naissance baisser. L'autre phénomène, c'est la réduction des taux de décès, qui est partout constaté sur le continent. Ça crée effectivement cette transition-là qu'il faut assumer et dont la conséquence, c'est est-ce que nous sommes capables en Afrique, tenant compte de cela et de ces conséquences qui fait que nous aurons de plus en plus de jeunes et de plus en plus de jeunes sur le marché du travail, est-ce que nous sommes capables de gérer cette transition et d'être du côté de ceux qui peuvent gagner sur le dividende démographique? Ça, c'est le premier problème et nous devons en être conscients parce que la conséquence, c'est que juste à l'horizon 2030 ici, nous aurons 800 millions au moins de jeunes qui seront sur le marché de l'emploi dans toute l'Afrique. Est-ce que nous sommes capables, dans les conditions actuelles,
en nous projetant de dire que en 2030, nous sommes capables de générer, de créer 800 millions d'emplois en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Premier problème. Et puis, de l'autre côté, il y a la question de l'urbanisation, développée par Eddy tout à l'heure. Je revenais juste sur quelques fondamentaux pour lier ça à ce premier problème. Premier fondamental qui a été mis en lumière depuis la fin des années 80 par le Club du Sahel, qui montrait déjà cette évolution massive, spectaculaire des populations africaines des villages vers la ville. Entre 1950 et 1960, on avait une population d'à peu près 15-17% dans les villes. Aujourd'hui, nous sommes autour en moyenne de 40%. 40% de nos concitoyens vivent dans les villes. Et en 2030, plus de la moitié des Africains seront dans les villes. D'où toute la problématique évoquée par Eddy tout à l'heure de l'aménagement de l'espace et bien sûr lié à ça le foncier. Je reviendrai plus tard quand nous aurons le temps sur ce que nous faisons au Bénin là-dessus, parce que en plus des choses admirables que Eddy a annoncées tout à l'heure, depuis quelques mois que nous sommes au gouvernement, nous avons pris des initiatives encore plus intéressantes pour bâtir là-dessus. Notamment, poursuivre la réforme foncière, qui est bien sûr pour les villes, mais aussi pour les campagnes. C'est l'actif le plus important des Africains, c'est en même temps l'actif sur lequel ils n'ont aucun acte de propriété. Donc, la réforme foncière, et notamment la question de l'enregistrement, faire en sorte que le citoyen africain qui a un actif puisse avoir un papier, un titre foncier qui atteste de cela, est fondamental parce qu'il crée pour cet individu-là la capacité d'accroître cet actif-là, mais aussi à l'économie, à la fiscalité, aux budgets municipaux et nationaux d'évoluer. Donc, ça, c'est important et c'est lié aux villes. Mais n'oublions pas qu'il restera quand même dans les villages, dans les zones rurales, pas mal d'Africains encore, et c'est malheureusement encore là où il y a une valeur ajoutée, une croissance encore. Et donc, dans le développement, dans les politiques qu'il faut mettre en place, il faut tenir compte de cela. D'où, effectivement, si nous voulons une politique qui crée plus d'emplois, parce que c'est ça le problème, alors il faut faire autre chose que ce que nous faisons. Pour ne fâcher personne, je prends juste l'exemple du Bénin. Pendant les 10 dernières années, nous avons eu un taux de croissance moyen de 5%. C'est un peu plus que la moyenne africaine. Donc on peut dire qu'on a bien fait. Mais imaginez-vous que pendant cette même période, on a accumulé de plus en plus de pauvres dans le pays. Aujourd'hui, on est un peu seulement en deçà de 50% de taux de pauvreté. Ayant accru, ce taux étant passé à peu près de 40 à près de 50%. Donc, on a une croissance économique, mais elle n'est pas inclusive parce que, en même temps, on a de plus en plus de chômeurs et on a de plus en plus de gens qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Et c'est pour ça que c'est effectivement un problème de sécurité nationale. Il faut développer une autre stratégie. Et c'est de cette stratégie-là que moi je nous invite à discuter. Parce que c'est ça qui peut permettre dans les zones rurales comme dans les villes de bâtir des politiques qui permettent de donner des emplois et de l'espoir, de l'espérance à tous ces millions de jeunes Africains dont nous avons parlé. Alors oui, c'est développer des politiques de croissance beaucoup plus inclusives que nous les avons aujourd'hui. Et je suis d'accord en ayant écouté hier le gouverneur Molo de
Botswana, de notre ami du Chili, je suis d'accord sur une chose simple. Il faut partir des fondamentaux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire nous allons faire une autre politique en oubliant le fondamental, qui est d'avoir des politiques macroéconomiques relativement saines. Si vous faites des politiques où vous dépensez lorsqu'il fait beau et où vous rentrez en crise lorsque les coûts chutent, alors il n'y aura jamais vraiment de croissance. C'est ce que nous avons vu dans les graphes hier. C'est clair, il faut adopter d'autres politiques. Et je crois que les exemples qui ont été donnés hier sur le Chili, Claudio Lozer était là aussi, il aurait pu être plus éloquent sur ce qui s'est passé dans les autres pays d'Amérique latine. On aurait très bien vu que, effectivement, on peut avoir de très bons résultats en ayant des politiques macroéconomiques relativement plus solides. La gestion du budget, la gestion de la politique monétaire, la gestion des politiques de change, des politiques qui donnent une stabilité et un ancrage qui permettent de faire après des réformes. Parce que si vous êtes obnubilé par la chute de vos recettes, vous êtes obnubilé, comme je le vois dans certains pays aujourd'hui, par la chute de vos réserves parce que vous ne pouvez plus importer, alors vos réformes n'auront pas les résultats que vous espérez. Donc, première chose, entendons-nous là-dessus, ça ne coûte rien, mais ça paye. Faisons ces politiques. Alors, la deuxième chose, c'est regarder sur le marché de l'emploi, qu'est-ce qui est le problème. Il y a quelqu'un qui nous rappelait à quelques collègues et moi il y a quelques jours que sur le marché du travail du Bénin, il y a une offre relativement abondante qui n'est pas satisfaite. Et c'est vrai. Parce que justement, les jeunes qui viennent sur le marché du travail ne sont pas outillés pour prendre ces emplois-là. Donc il y a la question, malheureusement on en parle, mais on n'agit pas suffisamment là-dessus, de la question de l'adéquation de la formation au marché. Et c'est particulièrement vrai pour les pays francophones que nous sommes. Où vous avez, je prends des universités par exemple au Bénin, vous avez plus de 90% des jeunes qui sont inscrits tout simplement dans les formations littéraires. 5% à peu près inscrits dans les formations scientifiques. Donc forcément, vous avez tous ces emplois qui sont dans ce domaine-là, qui sont disponibles, mais qui ne peuvent pas être pris par des gens qui ne sont pas tous les deux. La question fondamentale de la formation professionnelle, équiper nos jeunes pour prendre ces emplois-là. Former des jeunes, Bac plus 2, Bac plus 3, DUT, BTS, outillés pour être des maîtres dans des entreprises, pour être leurs propres mécaniciens. Dans nos villes, vous avez 90% des véhicules qui sont des véhicules d'occasion et vous n'avez pas de mécaniciens. Vous voulez construire un petit bâtiment à Parakou, monsieur cher ami Eddy, après la réforme foncière, mais il n'y a pas de maçon, il n'y a pas de plombier. Donc nous devrons là aussi attaquer de front la question de la formation professionnelle. Mais il y a aussi quelque chose qui est visible que nous voyons, mais que nous n'arrivons pas à saisir, sauf quelques exceptions comme le Kenya et le Sénégal. Il y a une réforme, comment dire, je parle de réforme, mais il y a une révolution littéralement qui est en train de se passer sous nos yeux, qui est la révolution technologique. J'ai un ami qui dit c'est la troisième révolution sur la technologie de la communication, mais aussi sur l'évolution de l'énergie, et en particulier de l'énergie renouvelable. Comment est-ce que nous pouvons être du côté de ceux qui gagnent dans cette transition-là énergétique, dans cette transition de la communication?
Moi, je suis allé plusieurs fois au Kenya où je présidais le conseil d'une entreprise et je suis en admiration devant ce qui a été fait, ce qui est fait dans ce pays, dans le domaine de la technologie de la communication. Ces outils dont Eddie nous parlait tout à l'heure sur l'urbanisation, Nairobi est une ville, comme Cotonou, qui n'a pas d'adressage. Vous allez là-bas, ce n'est pas comme à Paris, vous dit 26 avenue Victor Hugo. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux outils, vous savez aller à n'importe quelle adresse dans Nairobi, grâce à la géolocalisation, à Internet et aux nouvelles méthodes. À Nairobi, c'est la ville où 70% des adultes peuvent faire des paiements par le mobile. Donc, ils ont accès au système de paiement. Ils ont accès, ils peuvent épargner, ils peuvent même prendre des crédits avec le téléphone. Je rappelle qu'ici, là, même là où nous sommes, dans les zones de l'UMOA, on est à moins de 10% d'accès aux services financiers. Donc, notre capacité à développer ces outils, à les maîtriser, ce que je dis sur la communication est valable et commence par être valable sur le solaire, parce que nous sommes capables d'illuminer une maison dans un village, dans le village de mon ami Soumaïla, avec tout simplement un équipement solaire qui est géré à partir de Bamako. C'est-à-dire que à Bamako, il peut couper l'électricité de ce villageois dans le village s'il ne peut pas, il ne fait pas le paiement. Donc, la maîtrise de la technologie, et je le vois de plus en plus, est capable de nous donner les moyens de rendre effective cette révolution technologique dont je parlais. Alors, je vais conclure parce que je n'ai pas plus de 5 minutes, madame, d'après ce que vous m'avez dit, pour dire que ayons toujours à l'esprit le plus important. Et le plus important pour moi, et j'imagine pour tous ceux qui gouvernent aujourd'hui, c'est donner du travail à nos plus jeunes. Parce que donner du travail, c'est le premier axe pour réduire la pauvreté. On parle de politique de lutte contre la pauvreté, de réduction de la pauvreté, de génération de la croissance, de la prospérité. Mais c'est d'abord donner du travail aux gens qui fait cela. Personne n'a envie de vivre toute sa vie d'assistance. Ce n'est pas vrai. Et donc, pour le faire, c'est développer ces nouvelles stratégies dont je parle. Premièrement, basées sur la gouvernance, une meilleure gouvernance que celle que nous voyons. Et cette gouvernance, elle est interne, mais elle est aussi externe, parce que Ablaye Diané est là. Il y a quelques années, nous avons fait une étude ensemble qui montrait que par an, en moyenne, sort d'Afrique 50 milliards de ressources de manière illicite. C'est autant d'argent dont nous avons besoin pour construire ces pays. Et bien sûr, ces transferts illicites sont basés sur, bien sûr, tout ce qui se passe autour des mines, mais aussi tout ce qui se passe autour des produits agricoles primaires. Mais ça se passe aussi dans des pays qui, a priori, sont protégés contre cela. Donc, tous les pays sont concernés. Donc, gouvernance, mais gouvernance locale, gouvernance nationale et gouvernance internationale. Deuxièmement, bien sûr, il faut s'attaquer au déficit d'infrastructures. Eddie en a parlé pour ce qui concerne les infrastructures urbaines. Ça ne peut pas être plus vrai que ça, mais les infrastructures rurales sont aussi importantes. Quand le président Ouad, Lamine Loum, est là, fait un programme d'investissement massif pour moderniser la ville de Dakar, il y a quelqu'un qui me dit, mais la moitié de cet argent aurait pu libérer les paysans des contraintes et accroître assez rapidement la capacité de production
et de transport de ces paysans, et donc de génération de valeur. Et enfin, je veux insister sur les réformes. Parce que quand on parle du développement de la ville, tout ce que Eddy nous dit, c'est en fait faire des réformes. Et au cœur de ces réformes, il y a la réforme foncière. Comment on fait pour que le paysan, partout où il ait son titre foncier sur le terrain qui lui appartient, sur la ferme qui lui appartient? Comment on fait pour que tous les terrains de la ville de Cotonou puissent avoir un titre foncier qui permet de savoir que celui-là, il peut construire une maison et que la banque pourra lui prêter en ayant un actif sûr. Et que bien sûr, sur cette base-là, il pourra payer des impôts demain. Nous avons, depuis 1 an, nous avons dit, on va donner les titres fonciers gratuitement. On a trouvé un lot de titres fonciers qui étaient là, les gens devaient payer. On dit, c'est pas grave, venez les chercher gratuitement. Et pour accélérer cela, nous avons ramené à zéro la fiscalité sur les enregistrements. Vous avez un terrain, vous le vendez à un tiers, avant il fallait payer 9% sur la valeur, on dit non, bon, c'est pas grave, c'est 0% à l'avenir. Et nous espérons que ça va accélérer. Et ça a déjà accéléré le mouvement des transferts. Parce qu'il y a des gens qui ont des actifs immobiliers qu'ils ont hérités de leurs parents depuis des années et qui sont dans le patrimoine de ceux qui sont décédés. Parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont peut-être pas les moyens de payer 9%. Mais en ramenant ça à 0%, ils vont le faire. Et ils l'ont fait. Ces réformes et d'autres sont indispensables pour assainir l'environnement et créer le nouvel environnement qui peut permettre des investissements locaux, des transferts et la capacité des autorités locales à faire l'assainissement et la modernisation de nos villes. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre d'État. Gouvernance, transition technologique, également gestion du foncier, aussi bien en ville que dans la campagne, combler le déficit infrastructurel, accès aux services financiers. Merci de cette intervention qui a balayé l'ensemble des préoccupations, en tout cas une bonne partie. Je vais demander à M. Patrick Guillaume, j'allais dire mon professeur, de prendre la parole. Merci beaucoup, Madame le ministre. Très difficile de prendre la parole après ces deux exposés, cet exposé extraordinairement riche et stimulant de M. Larbi et les remarques invitant au retour aux fondamentaux du ministre Biotchane. Permettez-moi d'aller dans le sens de ce que vient de dire Abdoulaye Biotchane et de prendre un peu de recul par rapport à ce problème des transitions démographiques et de l'urbanisation. Je crois que Abdoulaye a insisté avec force sur l'enjeu majeur qui est le problème de l'emploi des jeunes. En venant ici, j'avais regardé avec attention ce rapport qui a été préparé par Grégory Ingram, qui est extrêmement documenté et stimulant, et j'ai retenu deux chiffres qui sont un défi tout à fait fondamental, qui est les projections de croissance démographique en Afrique au sud du Sahara pour 2050. C'est une multiplication par 2,5 de la population totale et plus encore de la population urbaine qui, selon les projections qu'il présente, devrait être multipliée par 4. Multiplication par 4 de la population urbaine au sud du Sahara. C'est un défi énorme et pour l'emploi des jeunes qui est considérable. Alors, ce sont des projections, ce ne sont pas des prévisions. Et ces projections comportent une marge d'erreur. Il y a une marge d'erreur sur la croissance de la population totale, qui peut être infléchie par un ralentissement de la fécondité, mais qui sera long et d'après ce qu'on estime, qui dépendra en grande partie des politiques qui seront suivies dans ce domaine, mais aussi du développement général, notamment dans les zones rurales.
Et puis, il y a une seconde marge d'erreur qui est sur le rythme des migrations. Et je crois qu'il ne faut pas considérer comme une donnée, je dirais, ce flux de migration des campagnes vers les villes dans les circonstances actuelles et dans les conditions nouvelles de développement et de technologie dont nous disposons aujourd'hui. Car une croissance, une multiplication par 4 de la population urbaine, c'est quasiment ingérable malgré toutes les innovations et les précautions qui ont été magnifiquement exposées par notre ami Larbi, avec l'accent mis sur les réserves, le foncier, etc. Je crois qu'il y a un défi que nous devons prendre plus à la base et en se demandant est-ce que vraiment ce rythme est absolument inévitable. Et je crois qu'il ne l'est pas parce que le développement des zones rurales, y compris des petites villes rurales, est un élément fondamental de la stratégie de développement et de la gestion des villes, des grandes villes, pour l'avenir du continent africain. Il y a un équilibre ici à trouver et je crois que si l'on est un peu obnubilé, comme disait la ministre, par les questions purement urbaines, si on prend comme une règle ce qui était proposé dans le rapport, de dire on va consacrer une proportion des investissements en infrastructure dans les villes égale à la valeur ajoutée urbaine, on risque d'être entraîné dans un cercle vicieux où plus on fera exclusivement pour les villes, plus les populations des zones rurales sont amenées à migrer vers les villes et on courra, comme vous le disiez tout à l'heure, après un problème qu'on n'aura pas su anticiper suffisamment. Je crois qu'il y a donc là un problème important et nous sommes dans une session sur l'urbanisation mais aussi sur la démographie et donc sur l'émigration et je voudrais insister sur le fait que le développement rural aura un double effet sur l'urbanisation, non seulement parce que le développement rural va accompagner, favoriser le ralentissement de la fécondité dans les zones rurales où vivent encore en Afrique la grande majorité de la population, et d'autre part ce développement rural va freiner l'exode des campagnes vers les villes. Je crois que sur ce point, nous devons avoir présent à l'esprit que les migrations et l'urbanisation, il n'y a pas une fonction comme une sorte de fatalité. Il y a des études nombreuses qui montrent la réaction du flux des migrations des campagnes vers les villes en fonction des éléments du développement rural, de la pauvreté rurale, de l'instabilité des revenus dus au prix ou au climat, de la mauvaise qualité des services publics dans les villes, en particulier d'éducation dont on parlera tout à l'heure, et que ceci est un facteur d'insécurité, et je dirais l'insécurité dans les zones rurales, qui est un élément majeur. Nous avons, avec Serge Mikhaïlov et d'autres ici, et Tertius Zongo, de le montrer dans un rapport sur le Sahel, qui est un lien entre l'insécurité et le développement, qui est un facteur majeur, de migration vers les villes. Et donc si nous ne prenons pas, je dirais, comme une priorité la solution de ce cercle vicieux entre insécurité et sous-développement dans les zones rurales, nous n'arriverons pas à gérer les villes. Je crois que la gestion des villes est conditionnée fondamentalement par notre capacité à résoudre ce problème ou à freiner ce relatif décrochage des zones rurales où les services publics ne sont plus rendus, où la sécurité n'est pas assurée et où les revenus sont faibles et instables. Or, ce développement rural est une condition aussi pour la sécurité alimentaire à long terme, car la croissance des villes et ce qui est montré dans le rapport, l'extension de la superficie des villes encore plus importante que celle de la population, est un facteur de diminution des ressources maraîchères, etc. Et il faut assurer un développement qui donne une sécurité alimentaire qui est essentielle, sinon nous risquons aussi une amplification des troubles et de l'instabilité politique due à cette question d'insécurité et éventuellement de famine. Alors le développement rural,
On dira, mais c'est une autre question. Oui, mais c'est une question qui est au cœur de la gestion urbaine. C'est une question qui est au cœur de la gestion urbaine. Je crois qu'un développement rural est possible. Il y a eu une espèce de pessimisme chez les bailleurs de fonds, dans les observateurs extérieurs et même chez les responsables politiques internes sur qu'est-ce qu'on peut faire, ça n'a pas marché, le développement rural. Mais nous savons que ça peut marcher. Il y a des expériences nombreuses qui montrent que si on y met les moyens, l'investissement dans les zones rurales est un facteur de développement et de stabilisation. Et je crois que cela peut permettre à la fois l'irrigation, l'énergie, l'énergie pour tous, les moyens de communication. Et nous avons là maintenant une révolution technologique dont on parlait, qui rend possible, plus encore que par le passé, la rentabilité sociale et économique et je dirais sécuritaire de ces investissements dans les zones rurales pour une meilleure gestion des villes. Bref, mon propos, vous l'avez vu, c'est un point de complément, c'est simplement pour dire que pour planifier les villes qui marchent, il faut prioritairement un développement rural. Et je crois qu'un nouveau biais urbain, on a dans le passé essayé de lutter contre le biais urbain, il y a eu des progrès qui ont été faits, mais je crois qu'il y a un retour du biais urbain qui est assez sensible. On le voit d'ailleurs dans la façon dont les bailleurs de fonds affectent leurs ressources, même s'il y a eu une légère reprise du développement des fonds affectés au développement agricole, mais ça reste très faible. Je crois que ce nouveau biais urbain est à long terme une grande menace pour la gestion des villes africaines. Merci, professeur. Donc, gérer, anticiper en gérant donc le problème des migrations des campagnes vers les villes. Le développement et les chiffres qui sont donnés ne sont pas inéluctables. Nous faisons de l'anticipation. Cela est possible, nous dit le professeur. Il faut poser les bons actes. Il faut gérer l'évolution des villes, mais également l'évolution des campagnes. Il faut effectuer donc dans nos campagnes les investissements nécessaires pour pouvoir infléchir les tendances. Monsieur le Premier ministre, je vous passe la parole pour votre intervention. Merci. Merci, Madame. Merci, Madame la Présidente de séance. Merci aux organisateurs de ce forum de m'avoir invité pour participer à ce panel. Panel dont le thème n'est pas, bien sûr, mon thème favori, mais dans lequel j'ai volontiers accepté de participer compte tenu de l'intérêt de la question et surtout de sa dimension stratégique centrale pour le développement de nos pays dans les années à venir. Si nous voulons réussir l'équation du développement, bien entendu, nous aurons trouvé la réponse à cette question. C'est encore plus difficile pour moi que pour le professeur de donner une note finale aux discussions autour du thème avant que la salle ne réagisse. Donc, je voudrais surtout mettre l'accent sur certains aspects qui me semblent essentiels, quitte à verser dans la redondance pour expliquer la compréhension de ce thème. Je crois que nous sommes là en face d'un thème démographie, urbanisation, emploi, qui recèle plusieurs dimensions. Il s'agit bien sûr d'un lieu de conjugaison des questions centrales et des questions locales, des questions urbaines et des questions rurales, mais aussi un lieu d'entrecroisement de questions de géographie physique, de géographie humaine, de questions de logique et de physique, d'instruments qui sont dans l'ordre des politiques publiques centrales ou locales qui participent de la physique, mais d'autres qui sont de la logique. Si bien que je crois que pour démêler les chevaux, il faudrait bien que nous, peut-être,
essayons de retenir pour l'essentiel que la démographie, c'est un peu la tendance lourde, au sens des prospectivistes, bien sûr, c'est-à-dire de tendances qui ne peuvent pas s'inverser dans un délai très court et qui vont imprimer leur cours aux événements à venir. Bien entendu, on pourra shifter un peu le parcours et la trajectoire, mais pour l'essentiel, il s'agira pour nous de nous rendre à l'évidence que l'Afrique, bien sûr, va voir sa population doubler dans les 25-30 prochaines années. Bien sûr, cela peut être inversé pour certains pays, mais dans l'ordre des choses, cela va être, je pense, cet ordre de grandeur. Bien entendu, il y a également la question de l'urbanisation qui participe, elle, d'un germe de changement. L'urbanisation, au fond, c'est la norme de modernité dans un État. Il s'agit de passer de villages à des villes et c'est l'aspiration de la plupart des habitants des pays sous-développés. On n'a pas la modernité souvent dans les campagnes et je reviendrai là-dessus parce que les politiques des États n'ont pas non plus contribué à créer sur l'ensemble national un niveau harmonieux d'équipement, de services et d'infrastructures de base qui fassent que l'on ne pas pénaliser selon qu'on est dans la capitale ou dans la zone rurale. Donc, la modernité par elle-même, c'est la ville, avec bien sûr ses lumières, ses ponts, son mobilier urbain, ses commodités, l'eau courante, le téléphone, etc. Donc, dans nos pays, c'est encore une problématique beaucoup plus forte. Mais le germe de changement de l'urbanisme, c'est la modernité. C'est des rues asphaltées ou qui ont la prétention de d'avoir de l'asphalte. C'est des trottoirs ou la prétention d'en avoir, parce qu'on n'en a pas souvent, etc. Mais il y a un modèle qui est dans la tête des gens et qui fait que souvent, l'argent public, aujourd'hui en Afrique, est gaspillé en termes d'allocation, plus souvent dans l'embellissement de Cotonou, Dakar, Bamako, Ouagadougou ou Accra, parce que, bon, à Accra, on a 2 ponts qui se superposent, il faut aller à un 3e, etc. Et c'est énormément d'argent qui y va. Je pense que c'est important. Le 3e aspect, c'est l'emploi. L'emploi, c'est un peu la variable d'ajustement. Nous sommes déjà aujourd'hui à un niveau où l'emploi est très faible dans nos pays, surtout l'emploi structuré. Je ne parle pas bien sûr, des nombreuses occupations professionnelles qui ne sont pas sont des emplois au plan économique, mais pas au plan global d'une compréhension juridico-économico-sociale qui veut que, disons, on soit à des positions qui ne sont pas des positions de précarité absolue. Donc, voilà pour le concept et les notions. Maintenant, deuxième niveau, je voudrais insister sur les données. Nous avons parlé de données globales de l'Afrique. Si on prend la zone ouest africaine, on se rend compte que les tendances sont les mêmes. Nous avons aujourd'hui, peu ou prou, dans n'importe quel pays, sauf un peu au Niger où vous allez, vous avez une 40% de la population qui a moins de 15 ans. 42, 45, 43 dans les pays. Vous avez à peu près entre 52 et 55% de population qui sont entre 15 ans et l'âge de la retraite. Et vous avez un 3e âge qui est de l'ordre de 4 à 5%. Retenez bien ces chiffres parce que la transition, les projections dans 25 ans nous donnent simplement que nous aurons entre 15 et 17% en moins sur les jeunes de moins de 15 ans. Donc, ils représenteront entre 27 et 25% et non plus 42%. Et cela viendra garnir pour 10% la tranche d'âge entre 15 et 65 ans,
seront à 62, 65%. Dans certains pays, on sera à 2 tiers. Mais 2 tiers d'actifs supposés, pas d'actifs occupés. Et c'est là qu'il y a le challenge et le défi. Et troisièmement, vous aurez 5 à 6% qui viendront rejoindre la tranche d'âge des vieux de plus de 60 ans. Cela fera 10%. Donc nous allons doubler en valeur relative les vieux dans nos pays dans les années à venir. Mais vous allez vous rendre compte par un exemple simple qu'il ne s'agit pas simplement c'est un doublement en valeur relative, mais en valeur absolue, c'est énorme. Je prends l'exemple de mon pays. Au Sénégal, nous avons 14 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons 4% de vieux de plus de 60, 4,5, 5%. Mettons 700 000 personnes aujourd'hui qui ont plus de 60 ans à 14 millions. Et aujourd'hui, demain, nous serons dans 25 ans 25 millions. 25 millions, quand ils représenteront 10%, nous avons 2,5 millions de personnes. Donc vous voyez bien qu'il y a 3,5 fois plus de vieux qui ne travaillent plus, qui ne sont pas censés tous avoir des revenus et qu'il faut qu'un système de sécurité sociale individuelle ou collective supporte. C'est un problème. Mais nous allons avoir 63-65% d'actifs qu'il faut occuper et qui vont être 15 millions. Ça veut dire que la population actuelle du Sénégal sera inférieure à celle de la tranche d'âge des actifs supposés de 2040. Voilà les données du problème. Et j'aime bien souvent d'ailleurs donner un avertissement, c'est que souvent ces questions doivent être abordées non pas en termes de valeur relative, mais en termes de valeur absolue. Parce que de la même manière que nous constatons aujourd'hui que nous avons ces données pour les vieux, de la même manière, quand nous disons les zones rurales se dépeuplent, ça n'est pas vrai. Et là aussi, je donne un exemple. Le Sénégal est un pays où il y avait 3 millions, un peu moins de 3 millions d'habitants en 60. 80% de ruraux. Ils font 2,4 millions. En 2000, nous étions 9 millions, 65% de ruraux. Cela vous fait à peu près 6 millions. Ça veut dire 3 fois plus, presque 3 fois plus. Aujourd'hui, nous sommes 14 millions, 60% de ruraux, nous sommes 8,4 millions. La zone rurale a quasiment quadruplé par rapport à 60 et elle a augmenté de moitié par rapport de 40% par rapport à 2000. En 2035-40, si nous faisons 25 millions, avec 40% de ruraux, nous avons 10 millions de personnes qui peuplent les zones rurales. Les zones rurales ont diminué puisque l'urbanisation en a pris. Il y a des terres salinisées, il y a des terres acidifiées, etc. Donc l'assiette a baissé. Et là où 2,4 millions de paysans cultivés en 60, nous avons 10 millions en 2040. Voilà l'équation du problème. Il ne s'agit pas de travailler sur des chiffres en valeur relative. Il faut compter les hommes qui viendront peupler les espaces ruraux et les espaces urbains. Parce que c'est ces hommes-là qu'il faut administrer, sur lesquels il faut faire la planification, il faut gérer leurs établissements humains, leurs résidences, leur transport, leur habitat. Et c'est à cela qu'il faut donner un travail. C'est toute l'équation du problème. Je m'en arrête là puisque le statut de discutant ne me permet pas d'aller plus loin pour en venir aux problématiques. Les problématiques que l'on constate, qui nous viennent de ces analyses, c'est que la première chose, c'est que l'exode rural ne doit pas être analysé sans, disons, liaison avec la question des occupations professionnelles dans les zones rurales versus les zones urbaines. Et nous devons le faire en tenant compte de notre capacité d'autonomie alimentaire, parce que le présupposé que les villes grandissant, nous avons de meilleures chances de nous développer repose sur un postulat,
c'est que les campagnes développent les offres alimentaires qui répondent à la demande des villes. Et si nous n'avons pas l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire un exode rural, de grandes villes qui se développent sans que nous ayons répondu à la question de la révolution alimentaire, la révolution verte, l'autonomie alimentaire, c'est un problème dans nos pays. Je n'ai pas le temps de développer. Le deuxième aspect qui me semble important, c'est la question de la malurbanisation ou de ce que certains appellent la rururbanisation. Dans beaucoup de nos villes, des pans entiers de quartiers ou de villes nouvelles se développent avec des villages ou de grandes quantités de citoyens ruraux qui viennent s'établir dans des espaces urbains avec le même mode de culture, le même mode de fonctionnement que dans des zones rurales. Et c'est cela qui fait qu'il n'y a pas, disons, de logiciels urbains dans leurs attitudes et comportements de tous les jours, et cela fait le problème, parce qu'il n'y a pas eu d'aménagement qui ait précédé l'établissement humain. Ça, c'est un problème énorme. Deuxièmement, la question du cadre de vie me semble être un problème important. Beaucoup de gens, de ruraux qui vont en ville, n'y vont pas seulement pour l'emploi, mais parce qu'ils n'ont pas le cadre de vie adéquat seulement dans les campagnes en termes d'équité dans les équipements et établissements dont je parlais tout à l'heure, dans les zones rurales. Certains auraient peut-être accepté de chômer dans les zones rurales plutôt que de chômer dans les villes à de meilleures conditions. Et la question également de la structuration de l'économie. Souvent, nous avons des griefs et nous pointons beaucoup de batteries, d'ailleurs, disons, de mesures coercitives sur les secteurs dits non structurés de l'économie. Mais la structuration de l'économie, elle se construit, elle ne se constate pas. C'est la structuration dans les villes, la structuration faite de modes d'aménagement physique et logique dont je parlais, y compris de réglementation, c'est cela qui crée une structuration disons, dans une économie moderne. Il ne s'agit pas simplement de laisser les gens s'installer pour après leur courir derrière et leur demander de venir, d'adopter les bonnes attitudes. Il faut les mettre souvent dans ce qui apparaît comme un ordinateur urbain dans lequel, pour avancer, vous devez donner un mot de passe et à chaque transaction, vous devez répondre, sinon vous êtes exclu du système. Et c'est cela, c'est cet apprentissage-là qui va, disons, chemin faisant, créer les réflexes de structuration de l'économie. Dernier constat. Ce que je constate, c'est que nous avons également un effet, une illusion d'optique, souvent dans l'abord des problèmes de financement des dépenses locales. Dans tous nos pays, les dépenses locales sont vues comme des dépenses publiques additionnelles à celles du pouvoir central, alors qu'il s'agit d'un simple aménagement de la dépense publique, qu'elle soit globale, centrale ou locale, avec l'assignation à une autorité locale l'ordre ou la possibilité ou le transfert de pouvoir l'exécuter. Il ne s'agit pas non plus de payer par les impôts des citoyens des dépenses additionnelles aléatoires que l'on peut fixer à l'envi. Il s'agit de s'entendre sur les dépenses globales dont un pays en développement a besoin de financer sur l'argent public, d'en déterminer le mode d'assignation, que ce soit local ou central, et de donner en ce moment-là aux zones locales concernées non pas un impôt, l'impôt local, parce que l'impôt local, il peut plus ou moins être bien recouvré. Il s'agit de s'entendre sur une répartition du rendement de l'impôt global des ressources publiques, d'en allouer la partie qui sied aux collectivités locales. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est un faux défi que challenge que nous fixons. Il est plus difficile à l'autorité locale chargée de retrouver demain le citoyen sous forme d'électeur ou de grand électeur ou de client de veiller au paiement de l'impôt qu'à un État central fort
incolore, qui ne connaît pas le détail, qui n'a pas de relation particulière dans un petit village ou dans une petite ville. Le maire, c'est celui qui, dans 2 mois, dans 6 mois, va retrouver les mêmes personnes et leur demander de voter pour lui. Et c'est celui à qui on demande de bien vouloir venir pour recouvrer l'impôt et le faire payer avec des saisies, etc. à la clé. Et c'est ça la question. Dans tous les pays où la décentralisation marche, les impôts, les ressources locales, c'est des impôts modernes. Donc, personne ne voit le circuit, la TVA. Par exemple, au Maroc que vous avez cité, c'est la TVA qui fait la réussite les collectivités locales ont entre 25 et 30% dans tous nos pays. On a pris ce qu'on appelle l'impôt, les 4 vieilles, les impôts que nous avons hérités de la France, le foncier bâti, le foncier non bâti, la patente et la licence. C'est cela les impôts qui ont été donnés aux collectivités locales. C'est les plus difficiles. Et même quand on les transférait, on était entre 45 et 50% de taux de recouvrement. Donc, à partir de ces impôts, il ne peut pas y avoir de politique locale. Alors, j'insiste là-dessus parce que dans les années 90, dans beaucoup de pays, nous avons procédé à beaucoup de transferts de compétences. Et c'est cela, je pense, qui doit être la source. Demain, il faut que les services d'éducation, de santé, d'aménagement du territoire, de planification, etc., de construction, d'habitat qui ont été transférés, reçoivent les ressources qu'il faut tirer des ressources collectives nationales. Et donc j'insiste, pour moi, la solution demain, ce sera un partage de ressources entre l'État et les collectivités locales sur le rendement global de toute la fiscalité nationale, étant entendu qu'il s'agira simplement d'un problème de niveau d'allocation de la dépense par rapport à, disons, à la recette. Quelles orientations, rapidement, Madame la Présidente, j'aimerais insister sur un certain nombre de points que je vais jeter comme des boulettes. La question de l'urbanisation, démographie, emploi, peut-être aurait-on dû ajouter d'ailleurs la croissance économique, parce que c'est la croissance économique qui va donner l'emploi. L'urbanisation en elle-même ne donnera pas de l'emploi. Mais ça passe par, je pense, une bonne politique d'aménagement du territoire. Dans tous nos pays, nous devrions veiller à ce que, à défaut d'avoir des minima individuels en ce qui concerne les revenus des individus, qu'il y ait des minima collectifs, communautaires, au terroir et au territoire de la République, en termes d'équité dans l'accès aux investissements et services de base. Je ne parle pas encore d'opportunités économiques, mais c'est de cadre de vie. Tous les investissements et trucs de base doivent se retrouver dans les différentes régions de nos pays, distribués avec équité, et selon des budgets lisibles, qui ne signifient pas simplement une allocation à la part du choix discrétionnaire des politiciens. Deuxièmement, le cadre de l'économie locale et la décentralisation doivent être au cœur même des enjeux de questions constitutionnelles dans nos pays, de manière à ce que le partage des ressources puisse se faire selon des règles générales impersonnelles qui soient un peu le référentiel, au-delà bien sûr du volontarisme qui peut s'attacher à l'allocation à telle ou telle dépense ou à telle ou telle région, selon les centres de sensibilité des dirigeants. La question des PME et de l'entreprise familiale rurale, PME dans les villes, entreprise familiale rurale dans les campagnes, doit être adressée pour pouvoir permettre de créer le cadre pour pouvoir fournir les emplois de demain. Ensuite, il faudra que les questions d'urbanisation se règlent en termes de planification comme en termes de gestion, selon des règles très claires. Et enfin, il faudra que nous puissions identifier, puisqu'il est question de projection, comment traiter la question des acteurs, notamment les jeunes et les femmes,
dans l'Afrique de demain, dans les 25 ans à venir, comment il peut y avoir des actions là-dessus pour pouvoir avoir les impacts que nous voulons en termes d'emploi et d'animation de l'économie, mais aussi la question des personnes du troisième âge. C'est peut-être que maintenant, je m'en vais tout doucement vers le troisième âge, que je suis sensible à ça. Je pense que l'Afrique de demain, ce sera aussi la question des personnes du troisième âge, dont je disais, ils vont doubler en proportion, mais tripler à quadrupler dans les 25 ans à venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis moi aussi sensible au fait que vous indiquez qu'il faut adresser également la question des femmes à côté des jeunes. Nous n'avons pas beaucoup de temps, j'en suis désolée, parce qu'il y a un panel qui va commencer en principe à 10h30. On va peut-être quand même permettre de poser quelques questions, pas trop. On va prendre peut-être 3 personnes déjà. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui passe la parole. On va faire un seul tour de table. Monsieur. Merci. Eddie, il y a un peu plus de 20 ans, tu avais été à l'initiative d'opérations très originales qui s'appelaient les AGETIP, qui avaient pour objectif de favoriser du développement urbain à la base, en faisant travailler au maximum des toutes petites entreprises qui étaient encadrées, formées, etc. Cette opération s'est multipliée dans différents pays africains, a fait l'objet d'une campagne de dénigrement invraisemblable qui a été orchestrée par des entreprises, des grandes entreprises qui voyaient cette concurrence d'un mauvais œil. Et on ne voit pas très bien où on en est aujourd'hui, parce que c'était une approche qui paraissait extrêmement prometteuse. Est-ce que ça vit toujours? Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il n'y a pas là quand même, je dirais, une option pour précisément trouver des emplois, faire de l'aménagement urbain, etc. Merci. Merci, madame. Je voudrais d'abord féliciter les exposants. Je pense que c'est un sujet très riche. Et rapidement, sur les AGETIP, ça ne se meurt pas, Serge. Il y a maintenant des AGETUR, il y a des AGETIER. Et moi-même, quand j'étais à Lyon, j'ai beaucoup travaillé avec les AGETIP. Je pense que c'est un concept qui a vécu et qui vit encore, qu'il faudrait continuer à encourager. Je voudrais donner rapidement un témoignage à Eddie sur tout ce qui est titre foncier. Au Mali, j'ai eu la chance d'initier ce qu'on appelait l'ACI. J'étais le premier directeur. Et nous avons mis en place un système de cession des terrains par vente aux enchères. L'intérêt, c'est que c'était absolument transparent. Et quand c'est transparent, les gens adhèrent. Et nous livrions les titres fonciers en 1 mois. C'était ça le challenge. On avait vraiment réussi. Maintenant, il faut que l'État puisse suivre en mettant à disposition de l'ACI des terrains. Je crois que quand j'y étais, en moins d'1 an, nous avons distribué 5500 titres fonciers, c'est-à-dire autant que le Mali depuis le temps colonial jusqu'à l'indépendance. Ça fait jusqu'à 91. C'est pour dire les difficultés qu'il y a à avoir des titres fonciers. Ensuite, j'ai initié une réforme qui consistait à prédisposer pour l'avenir, d'abord en arrêtant le système, en faisant en sorte de transformer tout ce qui est l'aide d'attribution et permis d'occuper en titre foncier. Ça a très bien marché. Mais les maires sont plus malins que nous. Ils ont continué à redistribuer l'aide d'attribution. Évidemment, le système, malheureusement, a continué à s'emballer quand j'ai quitté. Ça veut dire qu'on peut arrêter, on peut régler. Et l'idée du fond derrière, c'était de pouvoir mettre après une sorte de taxe foncière, une taxe d'urbanisation. Je pense que c'est faisable et que c'est possible. Maintenant, je viens un peu à vous provoquer, parce que quand on regarde tous les exposés, les exposés sont faits dans le cadre d'un État. On fait tout comme si on est dans un État. On n'est plus dans un État. Aujourd'hui, quand on parle d'urbanisation, on regarde l'aspect régional. On ne migre pas de la campagne malienne forcément à Bamako. On migre de la campagne malienne sur Abidjan, sur Dakar. Et demain sur Montreuil. Montreuil, c'est la 2e ville malienne.
aujourd'hui. Ça veut dire que le problème est beaucoup plus complexe qu'à l'intérieur d'un pays. Vous devez tenir compte de la régionalisation qui est là et vous devez tenir compte de la mondialisation, tout simplement. C'est-à-dire que les migrations sont devenues beaucoup plus complexes. Et imaginez nos pays aujourd'hui, un pays comme le Mali, si tous les migrants maliens étaient à Bamako, si les 2 ou 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire étaient au Mali, si ceux qui sont à Montreuil étaient au Mali, vous voyez que le problème devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Ensuite, le problème de l'urbanisation, tel que vous l'abordez, on parle des villes, mais en réalité, il faut parler plutôt de la ville. C'était la ville, la grosse ville. Aujourd'hui, c'est Abidjan, c'est Dakar, c'est Bamako. Quand vous regardez le poids de la ville principale par rapport aux autres, c'est complètement écrasant. Vous avez 4 millions d'un côté, la deuxième ville a peut-être 100 000 habitants, 200 000 habitants. Donc il y a un vrai problème d'aménagement du territoire, comme l'a dit Lamine Loum tout à l'heure. Il y a un vrai problème de politique de ville secondaire. Ça, c'est un réel problème. Ensuite, le problème d'emploi. Les emplois, on va chercher les emplois là où il y a l'opportunité d'emploi. Les opportunités, c'est en Europe. Les opportunités, c'est dans des pays développés. Plus que dans la ville, telle qu'on le dit. Parce que quoi? Où se trouve la valeur ajoutée? La valeur ajoutée est là-bas. Nous faisons du cacao, nous faisons du café, nous faisons du coton. Mais les valeurs ajoutées, c'est ailleurs. Ce n'est pas chez nous. Donc, tout naturellement, socialement, mais les ouvriers vont vers là où il y a des opportunités. Les opportunités se font ailleurs. Quand je prends le coton, que je connais un peu mieux, nous transformons 2% de notre production dans notre zone. Le reste est transformé ailleurs. Puisque c'est transformé ailleurs, c'est là qu'il y a les opportunités d'emploi, c'est là où les ouvriers vont, c'est là où l'exode est attirant. Donc ce n'est pas une volonté réelle d'aller dans les grandes villes, c'est chercher de l'emploi et on va le plus loin possible. S'il n'y a pas une politique à ce niveau qui tient compte de cela, il y a un vrai problème. Les médecins, on en parle, on dit qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Et où vont les malades? Ils vont chercher les médecins, ils vont en Europe. On se soigne où aujourd'hui? On ne se soigne plus à Abidjan, à la Pisam. Ben, on va en Afrique du Nord et on va en Europe. Donc il faut essayer de remettre tout ça dans une problématique globale qui tient compte de la régionalisation. Même là, l'aménagement du territoire, ça consiste à tout cela. Et aussi de la mondialisation prise dans son ensemble. Voilà les problèmes que je voulais ressouligner et aussi un problème sur lequel nous restons très prudes. Le problème de démographie, oui, je finis. Le problème de démographie, on n'aborde pas les problèmes culturels. Tant qu'on va continuer à faire la polygamie, tant qu'on va continuer à se marier à 4 femmes, eh bien, il faut l'aborder. On ne l'aborde pas parce que les élites africaines elles-mêmes ont du mal à l'aborder. Donc, c'est un facteur bloquant, c'est un facteur limitant qui fait que malheureusement, ou heureusement, en tout cas, la démographie est cette. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais demander aux intervenants d'être synthétiques. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et peut-être aussi demander qu'avant d'intervenir, chacun se présente. Vous avez la parole. Madam Chair, I will make life difficult for you. I'll be very short. My name is Abdullah Jani. I just few comments. Really, I don't have a question. First to Mr. Lagby. J'ai beaucoup aimé votre présentation sur les villes, mais vous mettez l'accent sur les villes au contraire des zones rurales, mais cela n'est pas le vrai problème. Donc, nous devons continuer à investir dans les zones rurales. Mon problème avec ce que vous avez dit et avec le panel, c'est que je pensais que nous allions analyser cela par rapport aux défis de notre continent, c'est-à-dire l'emploi des jeunes. Il faut pouvoir créer des emplois pour les jeunes. Et en termes d'urbanisation et de démographie, où sont les opportunités pour les emplois?
Ismaël nous disait tout à l'heure que nous n'avons pas de valeur ajoutée. Et c'est le modèle que nous n'acceptons pas. Nous sommes en Afrique où se trouve la valeur ajoutée pour que nous puissions créer les emplois. Donc, il faut que nous parlions des zones urbaines, bien sûr, mais ne mettons pas en place un modèle de ce qui se passe ailleurs et dire que c'est comme ça que nous devons procéder. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Nous devons penser au développement rural en nous focalisant sur la nécessité de créer des emplois pour la jeune. Je m'arrête ici, madame. Merci. Un autre intervenant. Une dernière. La dernière intervention va devoir libérer le plateau. Merci. Williams Bella de Alep Group. Mes questions, j'en ai deux très courtes, s'adressent au ministre Larbi et au ministre Biochané. Concernant les réformes foncières et les exemples qui ont marché, comment vulgarise-t-on ces réformes? Parce que ces réformes sont faites pour la population. Si elles sont faites et que la population n'en a pas connaissance massivement, des fois, ça ne peut pas fonctionner. Et au ministre Biochané, qui parlait d'un besoin d'offres d'emploi non satisfaites, ma question est comment ces offres d'emploi ont été vulgarisées au Bénin? Parce que si les compétences n'étaient pas disponibles au Bénin, elles étaient peut-être au Nigeria, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, par exemple. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole sur le plateau pour que... on va commencer par M. Larbi. Allô? Ça marche? Non? Merci beaucoup. Je vais aller très vite parce que, comme on n'a pas beaucoup de temps, la première pour Serge, que moi j'appelle Monsieur Afrique, parce qu'il faut lire son dernier livre, il ne m'a pas chargé de faire la publicité, il traite de tous ces problèmes et c'est absolument extraordinaire. Essayez de le lire et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, beaucoup plus qu'on a dit jusque-là, et on va voir un petit peu cet après-midi, il y a pas mal d'autres séances. Agitur, Agitip, notre collègue du Mali a déjà répondu, c'est une expérience unique où on a dit, comme l'exécution des projets en milieu urbain sont très lents par l'administration et ça demande des procédures assez lourdes, etc., on a créé des agences autonomes à qui les gouvernements en place, en particulier Bénin, Burkina Faso aussi, elle a une excellente agence, Cameroun c'était Caen, mais le Mali, etc. Et ces Agitip au Sénégal, elle a une excellente aussi agence, ont permis d'une façon extraordinaire en 5 ans à transformer les grandes villes. Mais, parce que le financement était là, public, mais l'exécution, la réalisation des travaux est extrêmement lent par les structures publiques. Et donc ces structures indépendantes, autonomes, avec un personnel très qualifié, ils ont permis de réaliser des investissements énormes. Moi, je pense que, je peux me tromper parce que j'ai décroché un peu de Bénin et Burkina que je connais très bien. Je crois que pratiquement on est passé de 10% de la voirie qui était pavée et moins de 15% de la population urbaine qui avait accès à des systèmes d'assainissement à pratiquement 50% en moins de 6 ans. C'est quand même extraordinaire. Ça n'a jamais été fait nulle part. Le Sénégal, alors là, ils sont allés dès le départ dans la diversification. Ils construisaient également les écoles primaires, ils entretenaient les hôpitaux, et ils sont allés aussi vers l'infrastructure rurale. Et je sais que par exemple au Bénin, maintenant, cette agence a été transformée pratiquement en agence privée qui participe aux appels d'offres pour prendre la maîtrise d'ouvrage déléguée, de l'étude jusqu'à la réalisation. C'est quand même extraordinaire. Donc, l'Afrique est riche d'expériences. Tirez les leçons de vos expériences. Elles sont extraordinaires. Il ne faut pas les négliger. Malheureusement, on rentre toujours dans les grands problèmes philosophiques alors qu'on a des choses réelles qu'on peut faire pour avancer. J'arrête là sur le foncier.
Le foncier, notre ami, je m'excuse, je n'ai pas pu vous voir, mais c'est un peu l'expérience que j'avais citée un petit peu au Mali. On a dit, est-ce qu'il est possible de sortir des titres en un mois? Et on a fait une opération d'aménagement. Et effectivement, et là, ça rejoint un petit peu le monsieur qui avait dit comment on peut vulgariser cette procédure de formalisation et d'enregistrement rapide par la population. Eh bien, les populations propriétaires de ces zones d'aménagement, qui participaient dès le départ, elles étaient impliquées et elles ont dit à partir du moment où je peux avoir un titre et plus personne ne va me contester et je peux le mettre dans une banque pour avoir un prêt, ou je peux aussi aménager mon propre terrain et le vendre en lot, et pourquoi pas. Et donc les gens étaient vraiment encouragés pour le faire, et comme l'avait dit notre ami du Sénégal de l'autre côté, effectivement on a pratiquement réduit le coût d'enregistrement à presque rien du tout, parce que ce n'est pas ça qui rapporte. Ce qui rapporte, c'est justement le développement économique qui va venir par derrière. Très rapidement, je ne peux pas ne pas être d'accord avec mon ami M. Mamadou de l'autre côté. Vous avez parfaitement raison. L'évolution démographique, c'est une tendance lourde, elle est là. Mais l'urbanisation aussi. Parce que je me rappelle, dans les années 80 et 90, j'étais encore jeune, et on nous dit « Ah, mais si on investissait dans l'économie rurale, mais si on faisait ceci, vous allez voir, il n'y aura pas d'urbanisation. » Alors on a regardé dans le reste du monde. Malheureusement, l'urbanisation, c'est effectivement ce symbole fort. Tout le monde aspire à aller dans la ville, il y a la culture, il y a les services, et surtout, il y a les opportunités d'emploi. Dans votre village, vous ne pouvez pas avoir l'opportunité que vous pouvez avoir dans la ville. Donc il faut la prendre comme tendance lourde. Faut-il à ce moment-là discriminer l'investissement rural-urbain? Il ne faut jamais discriminer. Mais le problème, il y a une tendance lourde qui est là, il faut la gérer parce qu'elle pose beaucoup plus de problèmes, tout en continuant à développer l'économie rurale, et là où je suis d'accord. Mais il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut faire les deux, mais il y a une urgence dans l'urbain parce que ça nous dépasse, alors que dans le milieu rural, malheureusement, on arrivera peut-être à le maîtriser. C'est d'abord, est-ce qu'on a une stratégie de développement de l'économie rurale? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'en ai pas. Je peux vous le garantir que c'est pas facile. La problématique de l'emploi et effectivement, je dirais, la réduction de la pauvreté et l'inclusion, je ne peux pas ne pas être d'accord avec M. Abdoulaye. Le problème, c'est comment créer l'emploi. Est-ce que ma présentation était de dire, parce que le milieu urbain peut offrir les conditions de compétitivité et d'attraction de l'investissement pour créer de l'emploi, donc il faut créer l'infrastructure, les bonnes institutions et le bon cadre, le climat d'investissement qu'il faut. Et on ne peut pas attirer les bons investisseurs et dans les secteurs créateurs surtout d'emplois de qualité pour les jeunes, il ne peut pas se faire en dehors du milieu urbain. On ne l'a pas vu. J'aimerais bien qu'on me démontre qu'on a fait de l'investissement de qualité massive dans un milieu rural sans infrastructure et surtout sans les qualités humaines qu'il faut. Parce qu'il faut des ressources humaines, les universités, les centres de formation et puis en particulier les services annexes à tout ce qui est entreprise, c'est dans le milieu urbain. Et d'où la nécessité de s'occuper aussi du milieu urbain. Encore une fois, ce n'est pas par opposition au milieu rural, c'est tout simplement pour dire qu'il y a une urgence. Alors, pour l'emploi, j'ai fait un petit calcul très rapide. Et j'ai regardé sur la base de 10 villes africaines, là tout de suite. Bon. Le retard en matière d'habitat à peu près décent, je ne parle pas d'habitat de luxe, et d'environ à peu près 500 000 à 600 000 par an dans les grandes villes africaines. Et j'ai pris que les grandes villes. Eh bien, avec ça et l'infrastructure qu'il faut, on peut créer 25 millions d'emplois par an. Vous voulez de l'emploi? Voilà de l'emploi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a ni aménagement urbain et il n'y a pas d'infrastructure. Donc, c'est l'informel qui continue et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Je vais m'arrêter là, mais juste un petit mot. Le transfert entre État et local, vous avez parfaitement raison. La dépense publique, elle doit être considérée globalement et il faut que le centre accepte de transférer les ressources nécessaires en correspondant aux services qui sont donnés au local. Et merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je pense que on peut s'arrêter là. Les questions ont été posées, le débat est riche, on aurait pu rester toute la journée. Je me pose la question de la nécessité de résumer tout ça, il me semble que ce serait prétentieux, tellement le débat est riche. Juste rappeler que nous avons
enregistrer les tendances lourdes d'évolution démographique, développement accéléré des villes, pression sur l'emploi, avec les défis qui vont avec, défis sociaux, accès aux infrastructures et services sociaux de base, défis sécuritaires, à la fois pour les citoyens et mais également même pour les États, n'est-ce pas, M. Biotchane? Défis économiques, créer des villes qui soient fonctionnelles, des villes compétitives, des villes qui peuvent attirer donc des investissements. Que faire? Anticiper, gérer. Maintenir un environnement macroéconomique solide, ça semble un préalable. Gérer également le foncier en ville, mais également dans les campagnes, en simplifiant, régulariser, définir aussi les rôles des uns et des autres et transférer les compétences quand c'est nécessaire, transférer aussi les ressources quand c'est nécessaire. Et enfin, également développer nos campagnes pour infléchir les tendances lourdes, les tendances à la forte urbanisation et assurer la sécurité alimentaire. Assurer l'adéquation entre le système éducation-formation et les besoins du marché du travail pour permettre donc d'absorber le chômage. Profiter des TIC pour accroître la fonctionnalité et la productivité de nos villes. Et enfin, donc, terminer par l'intervention de quelques intervenants dont l'un a insisté sur la nécessité pour gérer la question démographique d'adresser également les problèmes culturels et l'autre qui a insisté sur qui a indiqué que sur la question de l'emploi, il est important d'insister sur la transformation locale de nos produits pour générer beaucoup de la valeur ajoutée, créer de la valeur ajoutée locale. Je voudrais m'arrêter là. Je suis sûre que la synthèse n'est pas exhaustive. Le débat a été très riche. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État. Un petit point. Un petit point. Un petit point qui manque, c'est quand même vous féliciter pour cette présidence et vous remercier pour l'organisation des débats et aussi l'organisation de la manifestation. Je crois qu'il faut l'applaudir. Voilà, on va lever la séance pour les autres. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux participants pour l'intérêt.